Everyone that is joining. We're just going to take a few moments while Bonjour people. tout le monde. Nous allons attendre quelques instants pour permettre à tous et à toutes de se joindre. Thank you to everybody for joining this webinar. Merci de vous joindre à nous. J'attends encore quelques instants parce que ça prend un certain temps avant que tout le monde puisse nous rejoindre ici. As people are joining, I want Alors que vous vous joignez à nous, je veux vous rappeler de quelques remarques. Ce webinaire est offert en anglais avec interprétation simultanée en français. Pour sélectionner votre langue préférée, cliquez sur l'icône du globe au bas de l'écran de Zoom. C'est une icône en globe terrestre. Vous choisissez l'anglais ou le français. Les diapos sont également disponibles dans les deux langues. Pour y avoir accès, allez aux options d'affichage. C'est en vert en haut de l'écran. À côté, vous pouvez cliquer sur option d'affichage, View Option, choisissez l'anglais ou le français. Il y aura un formulaire d'évaluation qui s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur à la fin du webinaire. Un certificat de participation sera généré lorsque vous remplirez cette évaluation. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Catherine Scott. Je suis la directrice universitaire du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom du projet et de tout le monde ici, merci de vous joindre à ce webinaire sur le rapport spécial des Nations unies sur l'aliénation parentale et ses conséquences au Canada. Je veux d'abord exprimer une reconnaissance du territoire. Je sais que nous nous joignons ici au webinaire de plusieurs endroits au territoire. Pensons aux terres traditionnelles sur lesquelles nous nous trouvons actuellement et reconnaissons et remercions ensemble les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres et pour célébrer la force et l'esprit continu de ces peuples. Pour nous, au CRUVAC, le travail en cours pour concrétiser la promesse de vérité et de réconciliation dans nos communautés et en particulier dans notre travail pour rendre justice aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues à travers le pays devrait éclairer nos discussions maintenant et à l'avenir. La présentation d'aujourd'hui fait partie d'un projet qui s'appelle Sensibilisation à l'action. Le projet est une collaboration de l'Alliance des 5 centres de recherche canadiens sur la violence basée sur le genre. Ce projet est financé par le ministère de la Justice et vise à améliorer les possibilités de formation pour les spécialistes de la violence liée au genre et du droit de la famille afin de soutenir une pratique tenant compte des traumatismes et pour améliorer l'expérience des survivantes dans le système du droit de la famille. Vous pouvez consulter notre site Web et là, vous trouverez des ressources que nous produisons, y compris des mémoires qui sont des sommaires de recherche sur des sujets particuliers pertinents au droit de la famille, des bulletins juridiques qui contiennent de courts résumés de décisions judiciaires récentes dans le domaine et des enregistrements de webinaires comme celui-ci où nous pouvons donc accroître la capacité des praticiens et des praticiennes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir la rapporteure spéciale des Nations unies, Mme Rym Al-Salem. Et donc, nous avons prévu 2 heures, car notre webinaire est un peu plus important en matière. Donc, Mme Rym Al-Salem a été nommée rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles en juillet 2021 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
pour un mandat de 3 ans. Elle a mené de nombreuses consultations auprès des départements, d'agences et de programmes des Nations unies, tels qu'ONU Femmes, le HCDH, l'UNICEF, l'OIM, ainsi que d'organisations non gouvernementales, groupes de réflexion universitaires. Auparavant, elle a travaillé comme fonctionnaire internationale au service du Haut-Commissariat pour les réfugiés dans 13 pays. Au cours de sa carrière, elle a planifié, mis en œuvre et suivi des programmes visant à protéger les personnes ayant survécu à la violence liée au genre, particulièrement les femmes et les filles. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Madame Al-Salem. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. Et je souhaite exprimer tous mes regrets. Ma voix est un peu éraillée. J'ai été un peu malade, donc désolée. Aujourd'hui, on m'a demandé de présenter les faits saillants du rapport que j'ai présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en juin de cette année sur les questions de garde d'enfants et leur lien avec la violence à l'égard des femmes. Pour ce faire, j'évoquerai 6 enjeux qui sont pertinents. Le premier enjeu, violence familiale. Ensuite, préjugés sexistes dans les tribunaux. Ensuite, la question de l'aliénation parentale, en troisième lieu. Ensuite, l'utilisation d'experts dans les tribunaux de la famille. Cinquièmement, la Convention de la haie sur les enlèvements forcés. Et je terminerai en présentant certaines de mes recommandations. Alors, sur la question de la violence familiale, nous savons que c'est un des problèmes des droits, des violations aux droits de la personne les plus graves et les plus répandues. Alors, les hommes peuvent également être victimes de violences familiales. Les femmes y sont beaucoup plus exposées cependant, et la dynamique des maltraitances est différente. Nous savons, d'après la plupart des données disponibles, que la plupart des victimes de violences conjugales sont des femmes. Nous savons aussi que la grande majorité des femmes tuées par leurs partenaires ont vécu des antécédents de violence qui ont conduit à ce féminicide. En outre, la plupart des femmes victimes de violences et de maltraitance ont tendance à ne pas signaler ces incidents. Les causes de la violence familiale sont complexes, mais l'inégalité entre les sexes et la répartition inégale du pouvoir entre les hommes et les femmes y contribuent largement. Lorsque les femmes victimes de violences trouvent enfin le courage de porter plainte et de signaler, elles se heurtent à d'autres difficultés, les privant d'aide et de protection, ce qui a des conséquences catastrophiques lorsqu'elles finissent par être blessées ou tuées. Et ça, c'est car les allégations de violence familiale ne font pas généralement l'objet d'un examen approfondi de la part des tribunaux ou par les forces de l'ordre. Ce principe est sous-tendu par des suppositions, par exemple, que lorsqu'il y a eu séparation, la violence familiale s'arrête. Aussi, d'autres hypothèses par les juges des tribunaux, c'est que lorsqu'il y a eu des antécédents de telles violences qui ont été reconnus, c'est considéré comme une question historique qui reste dans le passé et qui n'est plus pertinent aux affaires de garde d'enfants, par exemple. Et puis, il y a ceux qui ne considèrent pas la violence familiale contre l'un ou l'autre des partenaires, absolument la mère, comme pertinente dans les affaires, justement, de garde d'enfants. Alors, j'ai inclus dans mon rapport le fait que plusieurs instruments internationaux et régionaux reconnaissent l'importance de prendre en compte les antécédents et la prévalence de la violence familiale lorsqu'il s'agit de statuer sur les affaires de garde d'enfants, ainsi que l'utilisation de l'aliénation parentale en tant que prolongement de la violence familiale. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le CEDEF, a rappelé qu'il incombait à l'État de prendre en considération les besoins spécifiques des femmes et des enfants lorsqu'il s'agit de déterminer la garde des enfants dans le cas de violences fondées sur le sexe dans la sphère domestique.
en adoptant des mesures visant à prendre systématiquement en compte la violence familiale dans les décisions relatives à la garde des enfants. En outre, le comité a déclaré que les droits ou les revendications des auteurs ou des auteurs présumés pendant et après les procédures judiciaires devraient être déterminés à la lumière des droits fondamentaux des femmes et des enfants à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle et psychologique et guidés par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Notez comment toute cette discussion, ce lien entre la violence familiale et les cas de garde d'enfants, les affaires de garde d'enfants, prend racine dans des questions de droits de la personne pour les victimes, habituellement la mère et les enfants. Et je parle aussi dans le rapport d'une décision sur l'affaire González-Carreño contre l'Espagne de 2014, où le comité CEDEF a recommandé plutôt que les antécédents de violence familiale soient pris en compte lors de l'établissement des horaires de visite afin de s'assurer que ces visites ne mettent pas en danger les femmes ou les enfants. J'ai aussi mentionné que le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a formulé plusieurs observations générales concernant les affaires de droits de la famille, notamment sur le droit de l'enfant d'être entendu, de ne pas subir de violence et de voir son intérêt supérieur tenu comme une considération primordiale. Bon, le deuxième point que je soulèverai, c'est la question des préjugés sexistes. Ce que j'ai constaté, ainsi que mes prédécesseurs, c'est que l'on sous-estime généralement la mesure dans laquelle les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales influencent négativement les procédures de garde d'enfants et aboutissent à l'échec de la justice. Il n'est pas rare que les forces de l'ordre et le système judiciaire aient des préjugés profondément ancrés, des préjugés sexistes à l'encontre des femmes. Ces préjugés sont renforcés par des lois discriminatoires dans certains pays, beaucoup étant motivés par des facteurs culturels, religieux et sociaux. Et ces lois sont bien sûr contraires à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qui pourrait sembler être un cliché banal est un des facteurs les plus importants qui explique la façon dont nous traitons les femmes. Ce biais sexiste influence la manière dont les juges, les policiers, les travailleurs sociaux, les psychologues et d'autres professionnels ont tendance à entendre, comprendre et percevoir et réagir face aux femmes qui entrent en contact avec eux, y compris les femmes victimes de violences. Comme le comité CEDEF a indiqué dans sa recommandation générale numéro 33 sur l'accès des femmes à la justice, les préjugés sexistes dans le système judiciaire entravent l'accès à la justice et contribuent à une culture de l'impunité. Ces idées reçues peuvent être accentuées lorsqu'une femme, en plus d'être de son sexe, est issue d'un certain groupe racial, ethnique ou religieux, ou encore si elle est une migrante ou en raison de son orientation sexuelle. Et j'ai documenté des exemples provenant du monde entier dans mon rapport pour être tout à fait clair. Et dans le rapport, j'indique aussi que cette discrimination est accrue lorsque il y a des enfants. Et je souhaite souligner ici pour terminer cette section, c'est qu'en vertu du droit international, les États ont l'obligation de veiller à ce que les stéréotypes de genre soient abordés et traités de manière adéquate. Encore une fois, l'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes invite les États à éliminer les préjugés fondés sur l'infériorité ou la supériorité de leur sexe ou de leur genre. La troisième question que j'aborderai, c'est les accusations d'aliénation parentale comme exemple de préjugés sexistes graves et de violences familiales. Au cours des dernières décennies, le pseudo-concept d'aliénation parentale ou de syndrome d'aliénation parentale a été largement utilisé par les tribunaux dans les affaires de garde d'enfants, en particulier lorsqu'un enfant exprime sa peur ou son évitement à l'écart d'un parent. Malgré l'absence de soutien scientifique crédible et le fait que l'Organisation mondiale de la santé l'exclut de son index de classification, il continue d'être un concept explicite ou implicite dans les systèmes de justice du monde entier, avec de graves implications, évidemment, pour les droits de la personne, les droits des femmes et de leurs enfants. Selon cette théorie,
Un enfant serait manipulé par un parent aliénant pour se retourner contre l'autre et résister tout contact avec cette personne, généralement lors de conflits sur la garde des enfants dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce. Alors, bien que ces concepts soient théoriquement neutres du point de vue du genre, ils sont plus fréquemment appliqués à l'encontre des femmes, en particulier lorsqu'elles présentent des allégations de violence à leur encontre ou à l'encontre de leur enfant par l'autre parent. Dans mon rapport, je mentionne différents exemples de cette dynamique et lorsqu'on parle du Canada, j'ai noté une analyse empirique des affaires d'aliénation parentale au Canada réalisée en 2018 qui a révélé que sur 357 affaires, 41,5% comportaient des allégations de violence familiale, de violence à l'égard des enfants, dont une majorité importante, 76,8%, comportaient des allégations d'aliénation avancées par l'auteur présumé. En raison de préjugés discriminatoires à l'égard des femmes, les systèmes judiciaires perçoivent souvent les femmes comme moins crédibles que les hommes et reformulent leurs allégations comme des tentatives d'entraver ou de bloquer le contact entre le parent accusé et le père, et l'enfant plutôt. Les tribunaux soutiennent souvent le droit du père à avoir des contacts avec l'enfant et punissent la mère, par exemple en lui retirant la garde de l'enfant, voire en la condamnant même à une peine d'emprisonnement pour son ingérence supposée. Même dans les pays où la législation interdit l'utilisation de ce concept, les décisions rendues dans les cas spécifiques ont souvent recours à ce raisonnement et à cette logique, même implicitement. Et il est particulièrement préoccupant qu'au nom de la protection des enfants, ces décisions judiciaires finissent souvent par les exposer à un risque encore plus grave en les plaçant sous la garde d'un parent maltraitant. Et ici encore, on voit souvent que les enfants ne sont pas écoutés, que leurs voix, leurs expériences ne sont pas suffisamment prises en compte dans les procédures du droit de la famille et l'idée qu'un enfant niera la manipulation visant l'aliénation jette une ombre encore plus grande sur le témoignage des enfants. Et comme j'ai parlé du Canada, j'ai mentionné cette enquête approfondie par le ministère canadien de la Justice qui a conclu que l'utilisation de pseudo-concepts et de terminologie tels que le syndrome d'aliénation parentale aggrave la confrontation entre les parents et ne tient généralement pas compte des besoins et des souhaits de l'enfant. En conséquence, l'intérêt supérieur de l'enfant d'être à l'abri de la violence, et comme on l'a dit, c'est un pilier de la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, cet intérêt supérieur est violé et les allégations sérieuses de maltraitance physique et sexuelle ne sont pas suffisamment évaluées et étudiées. En fait, la recherche indique que les femmes sont plus susceptibles de perdre la garde de leur enfant si elles affirment que le père a été violent envers ses enfants que si elles affirment que la violence n'a été commise que contre elles. Et en raison de l'invocation fréquente de l'aliénation parentale par les pères, les mères ont plus de mal à convaincre les tribunaux de la famille des allégations de violence de leur partenaire à leur encontre ou à l'encontre de leur enfant. Donc, les femmes finissent par être diabolisées et accusées d'avoir délibérément tenté d'éloigner les enfants de leur père, un délit qui peut être criminalisé en droit ou en pratique, voire les deux, selon les administrations. Souvent, les femmes perdent complètement leur droit de garde ou de visite, généralement à titre de punition, pour avoir porté des allégations de maltraitance au départ. Dans de nombreuses administrations, les avocats conseillent aux femmes de ne pas soulever ces questions car elles risquent de perdre la garde de leurs enfants. Cette dynamique permet souvent aux parents d'être intimidés, contraints ou forcés par leur ex-partenaire violent et d'être poussés par les tribunaux à retirer leurs allégations de maltraitance ou à accepter un accord de garde spécifique. Certaines ont dû fuir loin de chez elles ou de leur pays, ce qui n'est jamais une garantie suffisante pour leur sécurité. Dans
Ce scénario, comme vous le voyez, les enfants sont souvent doublement victimes. Non seulement ont-ils été témoins de violences régulièrement infligées à leur mère ou contre eux-mêmes, mais aussi sont revictimisés lorsque les tribunaux ne parlent pas avec eux d'une manière adaptée, ne prennent pas leurs avis en considération et souvent ne les croient pas et les obligent à rester en contact avec leurs parents violents. Et tout cela vraiment va à l'encontre de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Le troisième enjeu dont je vais parler, c'est le recours à des experts qui font la promotion et défendent l'utilisation de l'aliénation parentale dans les tribunaux de la famille. Dans mon rapport, je parle du rôle de l'évaluateur. Il s'agit là des professionnels, les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues, des travailleurs sociaux, et ce sont des personnes cruciales dans les procédures de droit de la famille. Confrontés à un différend entre les parents, un juge qui préside le tribunal et les tribunaux de la famille s'appuie souvent sur l'avis indépendant d'experts pour décider de l'issue la plus favorable à l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien que la décision finale soit prise par le juge qui préside, la recommandation de l'évaluateur est puissante et dans la pratique, la plupart des juges la suivent. Donc, la recommandation et l'évaluateur jouent un rôle important, ont beaucoup de pouvoir ici. Les fonctionnaires et les institutions impliquées dans l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant peuvent être formés ou faire l'objet de pression de la part des promoteurs de l'aliénation parentale. Certains évaluateurs se présentent ouvertement comme des experts en matière d'aliénation parentale et sont nommés sur cette base pour évaluer les cas supposés d'aliénation parentale, bien qu'il n'y ait pas de reconnaissance officielle de ce pseudo-concept dans de nombreuses administrations. Des inquiétudes ont également été exprimées au sujet des preuves fournies par des experts en aliénation parentale non qualifiés, non réglementés, dont certains semblent abuser de leur position à des fins lucratives ou politiques. Les experts peuvent parfois soumettre les adultes et les enfants à des évaluations psychologiques intrusives, inappropriées et retraumatisantes et adopter une attitude critiqueuse à l'égard des victimes de la violence familiale lorsque on les questionne. Les experts ont également recommandé des solutions, entre guillemets, à l'aliénation. Et ça soulève toute une autre gamme de d'abus de droits de la personne et c'est en contradiction directe avec le bien-être et les droits de l'enfant, notamment donc le transfert de la garde et le recours à des camps et thérapies de réunification où l'enfant est retenu contre son gré et poussé à rejeter l'influence du parent avec lequel il est le plus lié. Et on sait que l'aliénation parentale est une activité lucrative pour les experts qui en font la promotion. Donc, ils annoncent des formations, des conférences. Donc, cela leur donne une source de revenus autre et cette pratique a proliféré à l'échelle mondiale au cours des 2 dernières décennies. Alors, en expliquant ce que l'aliénation parentale est, je voudrais expliquer ce qu'elle n'est pas en reconnaissant que je n'ai pas été en détail là-dedans dans mon rapport car j'étais limitée dans le volume donc à produire et je me suis rendu compte qu'on devait tout de même en parler. Donc, je veux reconnaître les limites du rapport en ce sens et le fait que le rapport a été critiqué par certains en lui reprochant de manipuler les parents, y compris les mères qui sont éloignées de leur enfant et qui souffrent de cette situation. Bien entendu, je n'ai jamais eu l'intention de minimiser l'impact de l'éloignement des enfants sur un parent ou l'autre, mais ce que j'ai soutenu cependant, c'est que cette situation d'éloignement ne peut être qualifiée d'aliénation parentale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est pas rare que, lors de séparations très conflictuelles, l'un ou l'autre des parents tente d'influencer leur enfant pour qu'ils prennent leur parti. Cependant, il n'est pas possible d'isoler ces types de comportements de la dynamique générale du conflit entre le couple. Et ils ne peuvent être considérés non plus de manière indépendante du contexte général dans lequel la séparation a lieu.
il n'y a pas de moyens scientifiques non plus d'attribuer le comportement ou la réaction des enfants à l'action de l'un ou l'autre des parents. Nous n'avons pas un instrument viable pour identifier les cas qui sont très clairement et directement touchés par les gestes d'un des parents. De plus, le rejet d'un parent par un enfant ou sa résistance à le contacter peut être justifié par des abus, de la maltraitance, de la négligence ou par son propre point de vue sur le comportement et les attitudes de ses parents à son égard en tant qu'enfant ou l'un envers l'autre. Nous savons, par exemple, que certains parents dénigrent délibérément un parent, mais cela retourne l'enfant contre le parent dénigreur. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre le parti du parent dénigreur. En outre, rien ne prouve que le préjudice causé par l'aliénation est si profond qu'il justifie des mesures extrêmes de prévention, notamment l'inversion du droit de garde et la limitation ou l'interdiction des contacts avec le parent préféré ou encore des thérapies. Certains parents perdent le contact avec leurs enfants après la séparation parce que le tribunal confie la garde à un parent ou parce que l'autre parent ne respecte pas les accords de garde conjointe, par exemple. Ou lorsque le parent a la garde de l'enfant, il pourrait donc se retourner contre l'autre parent. Cette situation est réelle, bien entendu. Je reconnais qu'elle existe et que la souffrance des parents et des enfants est réelle. Encore une fois, je souhaite dire que de mon point de vue et du point de vue de plusieurs spécialistes également, ce type de réalité ne peut pas viser l'aliénation parentale parce que ce concept apparaît au cours de la procédure judiciaire, est utilisé par le parent maltraitant pour prolonger la violence familiale, la violence de toutes sortes contre l'autre parent. Donc, ce cas de garde, cette affaire de garde d'enfants devient un outil pour continuer ce type de violence. Et ce doit être distinct de ce qui se passe après la décision concernant la garde des enfants et une fois que le tribunal a émis une décision ou lorsque le contact a été donc terminé avec l'un des parents. Je sais que certains experts, y compris des professeurs que j'admire et d'autres, ont tenté de proposer une autre terminologie pour ça. Par exemple, le sabotage enfant-mère ou on sait que certains parents qui perdent le contact ou à qui l'on refuse le contact avec les enfants, ce sont des hommes principalement, mais la plupart qui sont assujettis donc à cette violence post-séparation sont des femmes et ça continue à être donc une expérience genrée. Je vais aussi parler rapidement de la Convention de la Haye qui couvre l'enlèvement international d'enfants par un parent et prévoit une procédure rapide pour le retour d'un enfant dans son pays d'origine lorsque l'enfant a été enlevé ou retenu dans un pays membre de la Convention de la Haye, afin que les tribunaux de cette juridiction puissent régler le litige relatif à la garde de l'enfant. Include protections for abused mothers. So as a result, when mothers flee with their children across Par international conséquent, lorsque les mères s'enfuient avec leurs enfants au-delà des frontières internationales, elles risquent d'être traitées comme des parents ravisseurs par les tribunaux en vertu de la Convention. D'après les statistiques dont nous disposons, nous savons qu'environ 3/4 des affaires traitées dans le cadre de la Convention de la Haye concernent les mères, dont la plupart fuient la violence familiale ou cherchent à protéger leurs enfants contre la violence. Malgré le fait qu'il n'est pas mentionné précisément la violence familiale, il y a des articles importants qui ne sont pas utilisés et qui pourraient être utilisés pour aborder ces situations. Par exemple, l'article 13 de la Convention qui stipule qu'une décision de retour d'un enfant peut être rejetée s'il existe un risque grave de préjudice.
Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que les tribunaux sont réticents à accepter les invocations de violence familiale pour ne pas retourner les enfants à un autre pays et pour invoquer l'article 13. Alors, dans certains cas, les tribunaux ont retourné les enfants au pays résident, même s'ils ont trouvé qu'il y a eu de la violence à l'encontre des enfants, ce qui oblige les femmes à retourner et les enfants à retourner à des situations abusives qui mettent leur vie en danger. Cela touche beaucoup de femmes, y compris les femmes migrantes. Et enfin, je veux souligner certains des faits saillants dans mes recommandations. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été formulées dans mon rapport et je veux en surligner quelques-unes. Alors, j'ai recommandé qu'il faut interdire complètement l'utilisation du terme aliénation parentale ou autre concept parce que, comme je l'ai dit, c'est une théorie, c'est une pseudo-théorie qui est un outil de violence. Deuxièmement, pour déterminer les droits de garde et de visite des enfants, il faut prendre en compte la violence à l'égard des femmes dans toutes les affaires de garde et les droits ou les revendications des auteurs pendant et après les procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la propriété, la garde des enfants, le droit d'accès, de contact et de visite, toutes ces choses, y compris le respect de la propriété, etc., doivent être déterminées à la lumière des droits fondamentaux des femmes et des enfants à la vie et à l'intégrité physique, sexuelle et psychologique et être guidées par le principe de l'intérieur supérieur de l'enfant. Troisièmement, les États doivent lancer des enquêtes parlementaires sur l'efficacité des systèmes de justice familiale pour les victimes de violences familiales. Cela comprend l'utilisation de pseudo-concepts comme l'aliénation parentale. Et je suis heureuse de dire qu'après l'émission du rapport, c'est-à-dire au cours des 9 derniers mois, j'ai vu plusieurs parlements initier des enquêtes et certains tribunaux ont très précisément abordé l'enjeu d'aliénation parentale, y compris le tribunal de la Constitution de la Colombie. Et c'était la semaine dernière, je crois. Numéro 4, les États doivent assurer la formation obligatoire de la magistrature et des autres professionnels du système judiciaire sur les préjugés sexistes, la dynamique de la violence familiale et la relation entre les allégations de violence familiale et les pseudo-concepts nuisibles comme les allégations d'aliénation parentale. Numéro 5, les États doivent publier et mettre en œuvre des orientations spécifiques à l'intention de la magistrature et examiner chaque cas en fonction des faits et de juger équitablement sur la base de l'ensemble des éléments de preuve dont ils disposent quelle est l'issue qui représente le mieux le bien-être de l'enfant. Alors, on ne parle pas ici de perception ni de stéréotypes, mais on parle ici d'examiner les affaires au cas par cas et d'examiner les faits. Numéro 6. Les États doivent mettre en place des systèmes financés par des fonds publics d'experts agréés, fournissant des informations aux tribunaux sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces experts doivent être régulièrement formés à la dynamique de la violence familiale et à ses effets sur les victimes, dont les enfants. Numéro 7. Les États doivent prévoir un mécanisme de plainte formelle et un code de pratique applicable qui traite des conflits d'intérêts et de la reconnaissance de l'expertise pour exercer dans ce domaine. Numéro 8. Toute allégation ou preuve de violence familiale et sexuelle par des victimes adultes et enfants doit être clairement mentionnée dans les évaluations. Et si le droit de visite ou de garde est recommandé, une explication complète de la raison doit être incluse. Numéro 9. Les États doivent veiller à ce que les enfants soient représentés légalement séparément dans toutes les procédures contestées en matière de droit de la famille. Et numéro 10. Nous y travaillons depuis l'émission du rapport avec d'autres organismes en droit civil et sociaux. Il s'agit de la Convention de la Haye. Il faut la réviser pour mieux protéger les femmes maltraitées et leurs enfants en permettant des défenses plus fortes contre le retour lorsqu'il y a violence familiale et conjugale. Et il faut tenir compte du fait qu'une ordonnance de retour de l'enfant peut obliger une victime de maltraitance à retourner à la violence et au danger. De plus, les tribunaux compétents, en vertu de la Convention, doivent être tenus de prendre en compte la violence familiale lorsqu'ils interprètent et appliquent la Convention. Alors, je m'arrête ici. Et je suis désolée, c'était un peu long. Je suis
je serais heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame Al-Salem, pour vos commentaires, dit Katrina. Nous aurons l'occasion à la fin du webinaire de répondre à des questions. Nous faisons un suivi des questions qui nous sont envoyées. Bon, maintenant, j'aimerais présenter les membres du panel. Ils vont parler et réagir. Alors, premièrement, je vais commencer par introduire les membres du panel Come on, et one after the other. ils allumeront leur écran un après l'autre. Alors, premièrement, c'est un jeune avec une expérience vécue. Cette jeune personne va parler de façon anonyme et je l'appellerai Jane. L'une des choses les plus préjudiciables et l'un des impacts les plus nuisibles qui peut arriver, c'est lorsque l'aliénation parentale donne lieu à une inversion des droits de garde. Alors, cette jeune personne va parler de son expérience. Ensuite, après la présentation de Jane, il y aura Nneka McGregor. Elle est cofondatrice et directrice générale du Women's Center for Social Justice, mieux connu sous le nom de Women at the Center. C'est un organisme à but non lucratif unique créé par et pour les femmes, les personnes transgenres et survivantes de la violence fondée sur le genre. Elle est féministe, abolitionniste, intersectionnelle noire et elle est conférencière sur la scène internationale et praticienne de la justice transformatrice. Elle est membre du comité consultatif d'experts de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation et elle siège à plusieurs conseils d'administration et à plusieurs comités, dont le Conseil consultatif fédéral sur la stratégie fédérale de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Ensuite, il y aura Simon Lapierre. Simon est professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa et membre fondateur du collectif de recherche féministe anti-violence. Ses travaux ont porté sur les expériences et les perspectives des femmes et des enfants en matière de violence conjugale et tout récemment, il fait du travail à l'échelle internationale sur l'aliénation parentale et les discours publics ainsi que leurs conséquences pour les survivants. Ensuite, il y aura Suzanne Zakour. Suzanne Zakour est directrice des affaires juridiques à l'Association nationale Femmes et droits. Elle est auteure, chercheuse et conférencière féministe. Ses recherches portent sur la violence sexuelle et conjugale, le droit de la famille, les droits des animaux, le genre et le langage. Elle a enquêté sur l'utilisation de la théorie d'aliénation parentale au Québec. Enfin, la dernière panéliste, Mary Birdsall. Mary Birdsall est directrice générale de Justice for Children and Youth. Elle est avocate dans cet organisme depuis qu'elle a été admise au barreau. C'est l'une des sommités au Canada en matière de droits de l'enfant en relation avec un large éventail de domaines du droit, surtout en ce qui a trait à l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies dans le droit au pays. Mary a pris la défense des jeunes par rapport à plusieurs enjeux à tous les niveaux de juridiction, y compris devant la Cour suprême du Canada. Alors, merci de m'avoir laissé présenter tous les membres du panel. Nous allons commencer par écouter les propos de Jane. Bonjour et merci de me permettre de partager mon histoire avec vous. Au printemps de 2022, ma vie a changé pour toujours lorsque j'ai participé à une réunion Zoom avec ma mère, mon père, ma soeur de 11 ans et une travailleuse sociale des États-Unis que j'appellerai Mary. Lors de cette réunion, nous avons découvert que notre père aurait maintenant le droit de visite dans quelques heures. Nous n'aurions pas le droit de communiquer avec notre mère de façon directe pendant 90 jours ni avec notre famille proche. Il n'y avait pas de contact par Zoom, par téléphone, par texto, aucune communication de quelque sorte, même pas de signaux de fumée, si vous le voulez bien. S'il y avait ce contact, la période de 90 jours reprendrait à zéro. L'ordre a aussi stipulé que ma sœur et moi nous déplacerions aux États-Unis et participerions à un camp de réunification avec la travailleuse sociale. Notre famille est canadienne. Nous n'avons aucun lien avec les États-Unis, mais on nous a ordonné de quitter le pays pour participer à une thérapie avec un travailleur social qui n'a pas de permis de faire cette pratique. Ma sœur et moi avons été dévastés par ces nouvelles.
Nous passions quelques heures par semaine dans les soins de notre père et nous n'avions pas passé de nuit avec lui depuis des années. Après cette ordonnance de transition aux soins de notre père, nous nous sommes déplacés aux États-Unis. Pendant 4 jours, nous nous sommes retrouvés dans un appartement et on nous a dit que nos souvenirs négatifs de notre père étaient faux. Nous avons regardé deux films sur l'aliénation parentale ainsi que la vidéo sur le résumé de l'étude sur l'aliénation parentale. Nous avons regardé des vidéos sur les faux souvenirs. On nous a dit que c'était notre mère qui était abusive et que toutes les séances étaient enregistrées. En après-midi, nous avons visité des attractions locales. On nous a contrôlés pour participer à ces expériences. Par exemple, Mary a crié après moi pour ne pas avoir souri et on m'a dit que si je ne souriais pas, on prolongerait l'ordonnance de non-contact. Alors, je n'ai pas eu de contact avec ma mère pendant 502 jours et jusqu'ici, ma sœur est encore sous l'ordonnance de non-contact avec sa mère. Après un mois, environ un mois après être retournés des États-Unis, nous sommes allés à des après-soins où Kevin, notre travailleur social canadien, utilisait une pratique et une méthodologie qui suivait ce qu'on avait vécu aux États-Unis, c'est-à-dire des menaces. La réussite thérapeutique signifiait qu'il fallait dire à notre père qu'on l'aimait, il fallait initier et accepter l'affection physique de notre père et l'appeler papa. La thérapie avec Kevin était coercitive. On n'a jamais eu l'impression que Kevin respectait notre perspective ou nos points de vue. En ce qui a trait à l'école, je pense qu'il est important de vous dire ce qui suit. Lorsque je suis retournée des États-Unis, ma jeune sœur a manqué 3 semaines d'école et moi, je n'ai pas eu le droit de retourner à l'école en personne. Alors, j'ai suivi l'école en virtuel. À l'automne 2022, mon père a inscrit ma sœur à une école de soir près de chez lui. Elle a été elle a eu beaucoup de peine parce qu'elle voulait retourner à l'école avec ses amis. Moi, j'ai été heureuse de retourner à l'école en personne, mais je n'avais pas le droit d'avoir un cellulaire. Mon père a dit que si je faisais de nouveaux amis, il pouvait m'appeler à son nouveau numéro et j'avais un nouveau carnet d'adresses que je devais utiliser qu'il m'avait fourni. Maintenant que j'étais plus à la maison depuis le mois d'avril, je savais qu'il fallait que je plaide en faveur de mes droits. J'ai parlé à une organisation qui a pu m'aider à obtenir une entrevue judiciaire. Après que mon père a appris que j'ai contacté cette organisation, il m'a interrogé routinement euh, derrière des portes fermées. Il a dit, et tous mes amis ont été appelés au bureau du conseiller à l'école et on m'a aussi dit qu'il y aurait des enregistrements de sécurité qui seraient obtenus. Souvent, mon père s'est présenté à l'école à l'heure du dîner et il a fait en sorte que je doive rester avec lui pendant l'heure du dîner. Après les fêtes de Noël, je ne pouvais plus retourner à l'école en personne. On m'a permis seulement d'écrire mon examen final en personne. En fait, non, mon père est allé à l'école chercher l'examen et j'ai dû l'écrire à la maison. On ne m'a pas permis de me rendre à l'école pour chercher mes possessions ou pour retourner mes livres. C'est mon père qui l'a fait. On m'a inscrite à un compte en ligne, compte scolaire en ligne, et c'est mon père qui connaissait les détails du nom d'utilisateur. En 2023, j'ai quitté la résidence de mon père. J'avais compris qu'à 16 ans, j'avais le droit de faire ce choix. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mon père a appelé la police et on m'a arrêté environ 2 tiers du chemin vers ma mère. On a passé des heures dans le parc et on m'a ramené à mon père en voiture de police. La journée suivante, j'ai rencontré l'aide à l'enfance à la maison de mon père. J'ai demandé de l'aide et demandé de l'aide juridique ainsi que de me faire placer en famille d'accueil. On m'a dit qu'on ne pouvait pas m'aider en raison de l'ordonnance juridique. En août 2023, on m'a fourni un jugement mis à jour qui me permettait d'avoir un contact à nouveau avec ma mère. Selon l'ordonnance, on disait qu'il était dans mon intérêt de vivre avec ma mère et d'avoir un peu de temps avec mon père selon mes souhaits. Mon père a essayé de contrôler la situation jusqu'à ce que le transfert des soins ait lieu en direction de ma mère. Je n'ai pas connu le contenu complet de l'ordonnance. Il était clair qu'il n'avait pas partagé de façon transparente le résultat de l'ordonnance. Après 500 quelques jours, j'ai été réunie avec ma mère, j'ai un emploi, j'ai pu retourner à l'école en personne. L'ordonnance de non-contact qui avait pris effet de 500 jours et la participation à un camp de réunification ainsi que la participation avec le travailleur social Kevin au Canada m'ont été préjudiciables.
J'espère que le Canada adoptera les recommandations des Nations unies. Nous ne sommes pas les premiers enfants à être, à qui on impose d'aller aux États-Unis et de suivre un camp de réunification. Il y a des cas à partir de 2008, par exemple, Léo, qui avait eu une escorte policière pour se rendre aux États-Unis pour participer à un camp de réunification. Aucun enfant ne devrait vivre l'expérience que j'ai vécue et ce que ma sœur continue de vivre. Merci. Merci, Jane, d'avoir partagé votre histoire. J'inviterai maintenant Neka de se prononcer. Je suis vraiment épatée par l'expérience de Jane et je suis vraiment désolée de l'expérience que vous avez subie, vous, votre sœur et votre mère. Moi, je me trouve sur les territoires autochtones du peuple Anishinaabe, Huron-Wendat, Mississauga du Crédit et d'autres nations, plusieurs nations métisses. Je veux contextualiser mes commentaires de la part d'une mère. J'ai entendu l'explication dévastatrice de Jane comme enfant. Moi, je suis survivante. J'ai eu mes propres enjeux de garde d'enfants. L'aliénation n'a pas été introduite de façon formelle, mais je dirais qu'elle l'a été de façon indirecte et qu'elle a fait partie indirectement récit. Le récit entre mon ex-époux, ses avocats et les juges des tribunaux de la famille. Mon contexte ici, ce n'est pas seulement ma propre expérience, mais aussi l'expérience de plusieurs survivantes que je connais personnellement, que j'ai rencontrées au moyen du travail que je fais au sein de l'organisation desservant les survivantes. J'ai aussi participé à des recherches préliminaires. Nous avons lu le rapport brillant de Mme Al-Salam et je veux affirmer beaucoup des éléments, des conclusions ou des constats qui se trouvent dans le rapport de la rapporteuse spéciale. Parce que toutes les données qui circulent sont dérivées de celles d'entre nous qui ont vécu ces expériences, c'est-à-dire les survivantes. Je sais qu'il y a des gens dans cet espace, dans ce webinaire, dans le monde, au Canada, qui sont fortement du côté de l'aliénation parentale. Mais il y a d'autres, comme moi, qui sommes fortement du côté du fait que ce n'est pas un vrai enjeu. Et je veux en fait parler de 3 domaines. Je veux parler de la perspective des survivantes et de notre compréhension de l'évocation de l'aliénation parentale. Je veux parler de l'impact de l'aliénation parentale sur nous et nos enfants. Et il y a de l'espoir. Moi, j'ai toujours de l'espoir. Alors, je veux examiner certains des résultats et des conséquences à long terme de l'aliénation parentale et ce que nous pouvons faire pour les repousser. Alors, je vous demanderai de réfléchir à qui est généralement accusé d'être le parent aliénateur. Comme Rim l'a indiqué, c'est le plus souvent les femmes. Et le plus souvent, il s'agit de femmes qui sont elles-mêmes survivantes de violences conjugales. Alors, c'est fait à dessein. Ce groupe de personnes, c'est-à-dire les femmes, les survivantes de violences, sont celles qui finissent par être accusées d'être des parents aliénateurs. Alors, pourquoi nous? Pourquoi cet outil? C'est parce que cet outil est perçu comme étant un mécanisme utilisé par les agresseurs afin de nous faire taire, afin de déplacer le récit et de l'éloigner
de nos expériences véritables de violence aux mains de l'agresseur. C'est une façon pour l'agresseur de transférer, de déplacer le langage et de faire en sorte que l'on s'éloigne de la violence et de ses actions et que l'on se concentre sur la personne qui a souffert de sa violence. Alors, souvent, la personne accusée, c'est la mère et c'est souvent une mère qui a été aux prises avec de la violence et souvent l'accusateur est le père et qui est aussi l'agresseur de la violence, l'auteur de la violence. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent cet outil, cette stratégie? C'est parce que c'est une continuation du contrôle et du pouvoir qu'ils veulent continuer à exercer à l'encontre de leurs partenaires intérieurs et de leurs enfants. Et lorsque nous nous retrouvons devant les tribunaux de la famille afin de pouvoir divorcer et trancher des questions de droit d'accès et de garde, c'est le seul moment où cette accusation d'être parent aliénateur a tendance à se faire invoquer. Les partenaires n'ont pas été accusés d'aliénation parentale dans le passé. Elles ont eu une bonne relation avec leurs enfants, mais c'est au moment seulement où il y a séparation que ça semble être la seule option à invoquer devant les tribunaux afin de les influencer. Alors, il est important pour tout le monde qui participe à l'appel de comprendre la nature nuancée, très nuancée qui est en jeu et de comprendre que c'est un outil de contrôle. C'est un outil qui est utilisé pour supprimer, pour omettre les expériences de violence des femmes. C'est une stratégie de distraction pour distraire des expériences de violence vécues par la femme. Et ce sont aussi un outil et une stratégie utilisés pour miner notre crédibilité devant les tribunaux. Alors, ça a été très, très bien dit par Rima. C'est une stratégie utilisée par l'agresseur. Lorsque je pense à certains des impacts découlant de l'invocation d'aliénation parentale devant les tribunaux, je peux vous dire qu'au cours des 2 dernières années, je connais 5 femmes, personnellement, 5 membres de notre organisation qui sont toutes survivantes de violences conjugales, souvent violences physiques, violences sexuelles, dont les enfants ont été témoins assez souvent. Alors, ces 5 femmes qui ont été le parent principal de leurs enfants ont vu la garde leur être retirée et octroyée aux partenaires abusifs. Et je le dis pas de façon hyperbolique, mais de façon à demander à tout le monde de se réveiller aux réalités. Parce que ce que Jane a décrit, ce n'est pas une anomalie, c'est quelque chose qui se poursuit de façon commune chaque jour dans plusieurs tribunaux au Canada et ailleurs. Et si une personne se préoccupe authentiquement du bien-être des enfants, vous devez écouter. Vous devez prêter attention. Vous devez écouter les enfants. Vous devez écouter les mères. Vous devez comprendre que ces tactiques sont déployées à des fins de distraction. Je sais qu'il me reste 7 minutes, Katrina me l'a montré. Je veux parler de l'impact. Qu'arrive-t-il lorsque l'aliénation parentale est présentée? Eh bien, cela signifie que d'autres survivantes le voient comment les droits de garde sont inversés et ça a un effet de refroidir la dynamique. Les survivantes ne veulent pas soulever le fait qu'elles ont été violentées parce que si elles le font, elles voient que d'autres femmes perdent la garde des enfants. Alors pourquoi est-ce que moi, je parlerais de mes propres violences? Parce que cela signifie que je perdrais probablement la garde de mes enfants. Alors, ça a un effet dévastateur. Alors, ça fait taire les femmes qui ont vécu de la violence. C'est quelque chose qu'il faut commencer à comprendre, à repousser. Il faut faire en sorte que les survivantes aient peur de remettre en question. Il faut faire en sorte que les survivantes n'aient pas peur de remettre en question et de parler de leur expérience de violence. On veut sensibiliser les gens à ce sujet et et on sait que les femmes sont conscientes que si elles parlent de leur violence vécue, elles peuvent perdre la garde des enfants. Alors moi, je pense qu'il est important d'avoir une formation pour les juges et qu'il faut plus de recherche sur des façons
de tenir le système responsable, c'est-à-dire les juges, le système judiciaire, les experts qui se disent les soi-disant experts. Nous avons besoin d'une stratégie qui examine les impacts et qui tient responsable les gens qui posent des préjudices aux enfants. Merci. Merci, Neka. Vous avez, euh, vous avez bien préparé Simon pour la prochaine partie. Merci, dit Simon. Merci aux conférenciers précédents. Je vais commencer par dire que les gens dans la salle ici savent depuis un certain moment qui sont conscients des enjeux qui ont été soulevés par les conférencières précédentes. Mais jusqu'à présent, il y a eu des recherches et des éléments de preuve très limités qui se concentrent sur la question d'aliénation parentale en contexte de violence familiale et de violence faite aux enfants. Mon équipe de recherche et moi avons pensé il y a quelques années qu'il serait utile de développer un projet de recherche qui pourrait fournir davantage de preuves pour informer et alimenter la voix des enfants et le développement des pratiques et des politiques dans ce domaine. Alors, il y a quelques années, et dans le cadre de ce projet, nous avons mené un sondage auprès de 13 pays, dans 13 pays auprès de femmes qui qui avaient subi des violences conjugales ou qui avaient été perçues comme étant un parent aliénateur et cela dans des procédures de garde d'enfants. En tout, 911 femmes ont rempli le sondage dans ces 13 pays, y compris 143 femmes du Canada. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous partager avec vous pour la première fois certains des constats découlant du sondage. Je dirais pour commencer que les constats confirment les enjeux qui ont été soulevés par les conférencières précédentes et montrent clairement que la mauvaise utilisation de l'aliénation parentale, c'est quelque chose qui se passe à l'échelle mondiale et cela a un effet dévastateur sur la sécurité, la santé, le bien-être des femmes et des enfants ici au Canada et dans d'autres pays. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, pendant la prochaine minute, je vais me concentrer sur 5 enjeux principaux. Premièrement, même si au cours des dernières décennies, les gens s'entendent pour dire qu'on ne devrait jamais parler d'aliénation parentale lorsqu'il y a violence familiale ou violence faite aux enfants, les constats de la recherche démontrent que ce n'est pas le cas. En fait, en réalité, comme je viens de le mentionner, 911 femmes ont rempli le sondage et toutes ces femmes avaient été aux prises avec de la violence conjugale et malgré cela avaient été accusées d'être parents aliénants. Alors, il faut aussi noter que presque toutes ces femmes avaient informé les professionnels impliqués dans les procédures de garde d'enfants ou de droit de la famille de la violence qu'elles avaient subie. Et la plupart de ces femmes avaient aussi signalé la violence aux services policiers. Mais la recherche montre aussi qu'il ne s'agit pas seulement de la violence conjugale, mais aussi que la plupart des femmes qui ont participé au sondage, eh bien, parmi elles, plus de 50 de ces femmes ont aussi signalé que leur enfant avait été maltraité physiquement par le père et un quart à un tiers des femmes qui ont participé au sondage ont aussi signalé que leur enfant avait été agressé sexuellement par le père. Alors, un paysage très, très préoccupant. En deuxième lieu, les constatations ont montré que les allégations d'aliénation parentale dans
le cadre de procédure au tribunal de la famille ont montré que ces allégations aussi ont lieu dans le cadre de procédures de protection de l'enfance. Alors, tandis qu'il est très important de voir ce qui se passe dans le tribunal de la famille et trouver des solutions là, mais si on veut vraiment cerner le problème, il faut bien examiner ce qui se passe aussi dans les services de protection de l'enfance. Troisièmement, tandis que les concepts d'aliénation parentale et du syndrome sont souvent mentionnés spécifiquement dans ces cas, donc où 70 des femmes du Canada ont fait rapport que ces concepts ont été mentionnés explicitement. Il faut noter que dans plusieurs cas, d'autres concepts ont été mobilisés, ont été utilisés, qui réfèrent plus implicitement à cette aliénation parentale ou à ce syndrome qui pourrait être ne pas être utilisé explicitement. Voilà. Donc, il faut aller plus loin que simplement l'interdiction de l'utilisation de cette terminologie ou de ces concepts, mais plutôt instaurer un changement de culture parce que simplement la non-utilisation de cette terminologie ne pourrait ne pas résoudre une solution. Ensuite, au quatrième lieu, j'en ai parlé dans nos constatations, nous supportons, elles soutiennent le fait que dans plusieurs de ces cas, l'utilisation du concept d'aliénation parentale peut être utilisée par les pères agresseurs pour dévier l'attention de leur propre comportement quant à la garde des enfants, quant aux enfants. Dans la plupart des cas rapportés, en fait, les pères ou les avocats ont été les premiers à mentionner le concept d'aliénation parentale. Et dans la plupart des cas, les femmes ont fait rapport que ces allégations d'aliénation parentale ont été apportées après qu'on ait soulevé des préoccupations importantes quant aux gestes de violence de ces hommes. Par ailleurs, en cinquième lieu, l'impact important de ces allégations sur les femmes et les enfants. Je crois que les constatations des études indiquent qu'il ne faut pas minimiser cet effet sur les femmes et les enfants. Et bien que je n'aurai pas le temps de détailler tous les effets que cela peut avoir, il faut mentionner que presque la quasi-totalité des femmes donc, qui ont répondu à ce questionnaire ont mentionné que ces allégations ont certainement eu un effet sur la capacité de regagner le contrôle de leur vie et d'en surmonter des situations de violence conjugale, violence familiale. Et les femmes qui ont participé ont aussi fait rapport du fait que la violence avait touché leur confiance donc dans le système de justice et avait terni à leurs yeux ce système et avait touché plusieurs domaines de leur vie, y compris leur situation financière, leur santé mentale, leur bien-être, santé physique même, et dans une proportion significative des cas. Ils ont aussi mentionné un impact donc significatif sur leurs enfants et la quasi-totalité ont aussi fait rapport des effets que ça a eu donc sur leurs enfants. Donc, j'espère donc, pour conclure, qu'avec la voix des femmes et des enfants, ces conclusions aideront à convaincre les autorités donc judiciaires que le changement est nécessaire. Merci Simon, merci mille fois. Et j'accueille Suzanne Zacour. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis heureuse d'avoir entendu ce rapport et des recommandations d'importance qui donneront beaucoup de crédibilité à ce que les féministes et les défenseurs des femmes ont dit depuis longtemps. Pour moi, la recommandation
d'interdire les accusations d'allégations d'aliénation parentale mèneront à, j'espère, donc l'élimination de ce pseudo-concept face à la prévalence que ça a en ce moment. Des allégations d'aliénation parentale contre les victimes de violences familiales, les organismes de défense des femmes sont très au courant de cela et c'est très en haut sur la liste des préoccupations. Et bien que nous ne sommes pas une fournisseur de services, je travaille pour une association juridique et c'est en raison de ces allégations que l'on obtient le plus d'appels de femmes qui souhaitent donc sortir de cette situation difficile. Pour les femmes en droit, c'est une priorité et ce sera l'objet de notre plus grande campagne à ce jour lors de notre 15e anniversaire. Nous allons faire beaucoup de bruit dans les mois à venir à cet égard et en tant qu'association qui veut changer beaucoup au Canada, nous espérons que les systèmes de droit de la famille, tant au provincial qu'au fédéral, seront menés à changer grâce à cela. Comme d'autres panélistes ont dit, les refuges, les organismes de défense et autres voient clairement les dommages que le concept d'aliénation parentale cause. Tous les jours, on entend parler de femmes qui sont séparées de leurs enfants pour donc pour leur santé, les enfants doivent être connectés à leurs parents primaires et leur mère en général. Et j'ai travaillé il y a quelque temps avec un organisme qui conseillait les femmes qui allaient se séparer et elle a dit, il y a deux types de clients, celles qui ont été accusées d'aliénation parentale et celles qui le seront. Donc, c'est comme cela que le problème se décline, c'est considérable. Nous avons aussi entendu parler d'organismes de jeunes et on voit des jeunes qui sont envoyés dans des maisons donc de soins ou des maisons ou des camps donc d'autres lieux pour séparer les enfants de leur mère ou même de leurs grands-parents. Je veux être très clair. Le problème auquel on fait face est à plusieurs aspects complexes et nous aurons besoin de toute une gamme de solutions pour traiter le problème. Notre mission, c'est la réforme donc du droit du point de vue féministe et c'est de ce point-là, de ce point de vue-là que nous aborderons le problème et nous allons demander au Canada de suivre la première recommandation, c'est-à-dire d'interdire l'utilisation du concept d'aliénation parentale dans le droit de la famille, dans les affaires de ce type. C'est une étape nécessaire, bien que davantage devra être fait. Il va falloir davantage de réformes juridiques, bon, plus de formation, plus d'accès à l'aide juridique. Et comme Simon l'a dit, nous avons besoin de solutions qui vont être appliquées dans des cas où l'aliénation parentale n'est pas appliquée explicitement, mais que la même logique sexiste est utilisée. Je vais passer quelques instants à parler de l'intervention, des revendications qui ont lieu au Canada et qui auront lieu dans les semaines et mois à venir. Il y a quelques semaines, un petit groupe de survivantes ont soulevé ont conscientisé donc quant à cet enjeu grâce à une pétition de plus de 1000 signatures, ce qui exige du gouvernement de répondre et ce qui aussi touche les politiciens par une lettre envoyée par plus de 70 organisations de défense et de féministes. Nous voulons intensifier la pression sur le gouvernement. Nous allons commencer donc dans lancer une campagne d'ici 2 semaines et nous allons publier une lettre donc d'ensemble aux politiciens de la des organismes donc de défense des droits de la femme avec lesquels nous avons travaillé jusqu'ici pour souligner à quel point ce problème est important au Canada. Nous allons aussi lancer une campagne de rédaction de lettres. Nous allons encourager le public à écrire au ministre de la Justice et à d'autres intervenants pour faire changer la loi. Nous allons rencontrer des politiciens et des bureaucrates jusqu'à ce qu'on arrive à nos fins.
si je peux vous laisser avec un geste à faire. Je sais qu'on est beaucoup ici à l'écoute et que nous sommes tous engagés à résoudre ce problème important. Alors, vous allez recevoir une lettre, une communication avec à la suite de ce webinaire pour vous inciter, vous engager à soulever donc la conscience des gens concernant cet enjeu. Pour conclure, je dirais que l'union fait la force et donc c'est grâce à donc les interventions des groupes de défense des femmes que la loi sur le divorce a été modifiée récemment et je crois qu'on pourra aussi obtenir donc un résultat si nous continuons en ce sens et j'ai hâte de participer à un panel tel que celui-ci pour vous annoncer les bonnes nouvelles. Donc, merci beaucoup, Suzanne. Et maintenant, je vais inviter notre dernière panéliste. Par la suite, on passera aux questions, à la période de questions. Nous avons entendu parler des survivantes, la recherche donc universitaire, d'autres intervenants, et maintenant nous allons passer à des questions plus juridiques et des points de vue donc plus judiciaires. Mary, s'il vous plaît, voulez-vous prendre la parole? Merci. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pris la parole jusqu'ici. Il y a tant à dire quant à cet enjeu en général et j'appuie absolument tout ce qui a été dit avant moi. Je crois que mon rôle aujourd'hui sera de parler des enfants et de leurs droits dans ce contexte et des effets que ce concept ou cette idée d'aliénation parentale a eu sur les enfants dans le système de justice. Moi, je travaille en droit des enfants. Je travaille dans une clinique où nous représentons des enfants et des adolescents dans plusieurs contextes juridiques et je travaille en Ontario où nous avons le bonheur d'avoir le bureau donc des avocats des enfants qui représentent donc les questions relatives aux droits des enfants dans les tribunaux de la famille. Bon, en introduction quant au rôle que ce concept a sur les questions des enfants dans les affaires de droits de la famille. Je crois que les droits des enfants sont les moins bien compris des droits de la personne, des intérêts des droits de la personne que nous avons. Les gens, souvent, ne comprennent mal c'est quoi les droits des enfants et dans le cadre des droits de la personne. Et souvent, on dit, oh, c'est simplement le droit d'avoir une voix. Mais il y en a tellement d'avantages à tenir compte, bien que la voix des enfants, évidemment, c'est fondamental, ça fait partie intégrante des droits de la personne des enfants. Une chose que je dis toujours, c'est que les enfants, en tant que groupe recherchant l'équité ou les droits, sont le seul groupe à l'égard desquels on se contente d'éliminer leurs droits pour satisfaire les nôtres. En fait, les enfants sont un groupe qui recherche l'équité et dont les droits en tant que groupe sont violés tellement fondamentalement, alors que l'on peut voir une discrimination sociale, légale, sociale et de tous les types. Et un élément provocateur ici serait de dire que lorsque l'on parle des droits de l'enfant dans les questions de droits de la famille et les affaires de ce type, c'est qu'on continue à voir les enfants comme reliés aux femmes assujetties à la violence, y compris dans des cas de litige relatifs à la violence et ainsi de suite. Il faut donc comprendre que tout ce que Jane a dit donc revient au fait qu'il faut voir les enfants comme des personnes indépendantes et qui sont entièrement donc valables en tant que personnes recherchant donc l'équité. Et lorsque les gens me répondent, ah, comment
les droits des enfants, c'est les droits de la famille. Non, je dis que c'est beaucoup plus vaste. Cela dit, le droit de la famille ou le système de la justice quant aux enfants, c'est l'endroit où les droits des enfants elles sont les plus fondamentalement niés et refusés et rejetés par rapport à bien d'autres systèmes, y compris le système de justice pénale, les santé mentale, l'éducation, le logement, l'éducation évidemment. Donc, il est donc très important pour nous donc de continuer à défendre leurs droits. Donc, il y a tant que les enfants vivent dans les affaires de droit de la famille. Dans mon bureau, traditionnellement, on ne traite pas des questions de droit de la famille parce il y a le bureau des avocats de droit de la famille qui offre une représentation en service public aux enfants, mais nous représentons des enfants seulement lorsque les enfants eux-mêmes donc recherchaient un recours des tribunaux. Et en général, c'est l'accès à leurs frères et sœurs lorsqu'il y a eu une dégradation de la famille, une séparation donc des enfants. Et dans certains cas, lorsqu'on représente des familles, on représente donc les enfants et les parents qui recherchent un soutien familial, une pension alimentaire. Cela dit, l- la l'aggravation donc des recours à l'aliénation parentale devant les tribunaux nous est évidente et je peux dire que Jane n'est pas la seule. J'ai parlé à d'autres enfants qui ont eu exactement cette expérience, même certains ont été confinés de force, déménagés de force, sans accès à des conseils juridiques ou à une représentation quelconque et sans regard pour sa liberté, sa sécurité et sa voix. Et je suggérerais que cette approche au droit de la famille n'aurait pas lieu dans tout autre contexte, y compris la perte de la liberté dans tout autre contexte, le système, par exemple, de justice pénale, dans l'immigration, dans la santé mentale. C'est là où les enfants vivent le plus de liberté, de perte de liberté. Et on n'accepterait pas cela, ce type de refus des droits de la personne dans tout autre contexte. Donc, je souhaitais rapidement passer à travers quelques éléments. D'abord, ce rapport et les recommandations de la rapporteure spéciale seront, je l'espère, révolutionnaires. Lorsque nous avons commencé à avoir des clients qui luttaient à l'égard des effets que les allégations d'aliénation parentale avaient sur elles, il y avait peu de recherches au Canada ou aux États-Unis et pas de sciences sociales sur lesquelles on pouvait se fonder devant les tribunaux et pour dire donc devant les tribunaux que ce n'est pas une thérapie, que cela mine sauvagement les droits de l'enfant et en raison de cette manipulation, cela va aussi à l'encontre des actions des agences relatives aux droits de la famille. Et je souhaite souligner 4 éléments relatifs à ces allégations et au comportement des tribunaux devant ces allégations et les effets ou notre réflexion quant aux enfants, à leurs droits et ce qui devrait se produire. D'abord, il faudrait voir comment l'aliénation parentale, qui est une allégation portée par un parent contre un autre, et plusieurs intervenants aujourd'hui en ont parlé très éloquemment, la punition qui peut en résulter à l'égard d'un parent qui a déjà vécu de la maltraitance ou donc sur les enfants directement. Et c'est une tactique classique donc par laquelle on continue à penser à des enfants comme possession, au contraire de l'approche des droits des enfants. Les enfants sont considérés simplement comme étant des pions, donc sur lesquels on peut
par lesquels, comme instruments par lesquels on peut donc punir l'autre parent. Jane a parlé du fait que c'était une réponse au fait que un de ses parents était un aliénateur, mais l'impact énorme sur les enfants qui ne font pas partie de ce problème, qui n'ont pas eu de voix à cet égard et qui, dans l'expérience, n'a rien à faire, n'a aucunement contribué au conflit donc vécu par leurs parents. Et l'effet est entièrement, lui retombe entièrement sur les épaules. Par ailleurs, dans tout autre élément du droit de la famille, où penserait-on qu'il est approprié de refuser l'accès à un parent pendant des années à la fois, par exemple, dans le contexte du bien-être de l'enfant, on apprécie à quel point c'est dommageable pour les enfants dans le contexte de la justice pénale également. On reconnaît à quel point il est crucial pour les enfants d'avoir accès à leurs parents. Et si je pouvais dire, soulever le point suivant, l'accès aux enfants et à ses frères et sœurs fait partie du droit de l'enfant et on balaye du revers de la main ce droit. Évidemment, chacun des points que je vais soulever pourrait prendre une session entière, alors je regrette d'essayer de rapidement soulever les faits saillants. Par ailleurs, la controverse ici, ou ce qui pourrait être un défi, c'est que ma préoccupation et ma croyance, c'est que pour toute personne qui comprend ou qui connaît le risque soulevé, par exemple, en Ontario, où le bureau du coroner a été perçu comme donc utilisant une non-science quant à donc au décès des enfants, l'aliénation parentale rejoint donc encore une fois cette pratique. Et j'espère que dans les années à venir, il y aura donc des faits probants et de la recherche faite quant à l'atteinte portée aux enfants, donc, et pas seulement à l'autre parent dans les cas d'aliénation parentale, d'allégation d'aliénation parentale. Par ailleurs, il y a des problèmes sérieux quant à la façon dont on accepte des faits probants, entre guillemets, quant à l'aliénation parentale et ces camps ou ces programmes thérapeutiques ou ces programmes de réunification. Il y a des problèmes absolument probants quant à auxquels on pourrait poser des points de vue contraires, mais tous les éléments de preuve que l'on présente au tribunal, au juge, provient des gens qui fournissent ces thérapies, ces soi-disant thérapies de réunification familiale. Ils ont un intérêt évidemment financier, donc ce sont des gens qui seraient autrement considérés comme des experts horribles et devant le tribunal et ils suggèrent des choses comme, par exemple, ce n'est pas une thérapie, c'est de l'éducation. Nous n'avons pas des tribunaux familiaux qui imposent de l'éducation hors de notre système d'éducation tel qu'il est. Et lorsque je reviens à l'histoire de Jane, ce type de réaction de tribunaux de la famille souvent perturbe l'éducation des enfants, qui est un droit fondamental qui dessert leur bien-être et leur avenir. Et donc, il y a tant d'éléments complexes et enchevêtrés ici. Ce que je dirais, en troisième lieu, c'est que aux Nations unies, donc le CEDEF dont on a parlé, particulièrement Mme Al-Salem en a parlé, quant à comment défendre les enfants devant les tribunaux en plus d'une compréhension nuancée et complète des droits de l'enfant, le droit de participer, le droit d'avoir leur meilleur intérêt tenu en considération, le droit qu'ils ont d'être donc protégés de toute violence, y compris la violence thérapeutique, devrait être aussi accrue en ayant une compréhension plus approfondie des droits des enfants, mais qui comprend les droits des enfants et des adolescents, donc, et les droits des petits-enfants. Donc, le Comité sur les droits des enfants des Nations unies permettent de nous aider à
avoir donc une compréhension plus complète, justement. Et je vois Katrina qui me dit qu'il faut que je termine. Donc, rapidement, les outils utilisés en réponse à des allégations d'aliénation parentale sont véritablement une forme de contrôle coercitif et une violence, une prolongation de la violence sur les enfants. Et ce que je souhaite souligner aussi, c'est que la représentation des enfants dans les affaires de droit de la famille ont résisté au cours des années, ont persisté au cours des années, ont résisté à la participation des enfants et de la représentation des enfants par des avocats, c'est qu'on ne devrait pas faire participer les enfants à des conflits familiaux. C'est que, et ma réponse à ça, c'est que les enfants sont au centre des conflits familiaux, que ce qu'il les crée, oui ou non, mais ils y sont intimement liés. Ils ont vécu cela. Donc, et ce sont eux qui sont les plus touchés. Et la façon donc de régler ça, ce n'est pas d'avoir des rapports de psychologues ou donc et de parler de la façon inclusive, c'est la représentation légale qu'il faut mettre de l'avant. Et lorsqu'il y a des allégations d'aliénation parentale, que ce soit où la Société de protection de l'enfance était prête à refuser entièrement les droits de l'enfant dans le contexte de la protection des enfants, comme on l'a dit déjà, et les gens ont dit que les enfants ne devraient pas avoir accès à une représentation légale parce que ça leur donne trop de pouvoir. Personne ne dirait cela quand tout autre groupe dans la société. Imaginez-vous si on dirait, oh, les courtiers ne devraient pas avoir accès à des avocats parce que ça leur donne trop de pouvoir. On ne dirait jamais cela de tout autre groupe dans la société et offrir donc aux enfants une défense avec un avocat ou une avocate qui se porte à leur défense, c'est une façon importante de veiller à ce que les tribunaux en arrivent à des conclusions plus correctes, plus respectueuses et qui protègent davantage les enfants lors des conflits familiaux. Merci beaucoup. Merci et j'anticipe avec plaisir la conversation qui va suivre à cet égard. Merci. Merci beaucoup, Mary. Alors, nous avons eu plusieurs questions et ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc d'un panéliste à l'autre pour répondre à certaines questions qu'on a reçues. Et je vais commencer par la rapporteuse spéciale. La première question provient d'un membre de l'auditoire qui, est-ce que vous avez une idée comment faire le pont entre le milieu universitaire et le milieu juridique, le milieu judiciaire? Lorsqu'on travaille dans le secteur de la violence contre les femmes, c'est extrêmement vexant quand la magistrature et les avocats ferment les yeux sur la recherche actuelle quant aux meilleurs intérêts, l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, absolument. Très bonne question. Et je crois que dans le rapport, j'ai mentionné aussi le problème relatif à des journaux, des revues qui publient des résultats de recherche qui n'ont pas respecté les normes de base, les normes scientifiques de base ou d'examen par les pairs ou refusent de publier des articles qui questionnent, qui remettent en question donc le concept de l'aliénation parentale et le dommage que ça cause. Et ça, c'est un élément que dont je voulais parler très clairement dans le rapport, car cela pourrait aussi offrir une réponse à toute cette connaissance que les organismes de la société civile, des différents groupes, ces connaissances qu'ils connaissent, qu'ils savent et comment c'est représenté dans le milieu universitaire. Et Simon et d'autres ont mentionné que le milieu universitaire doit aussi combler les écarts importants en ce qui concerne les conséquences des droits de la personne de cette pseudo-science dommageable. Par exemple, comment ça mène au suicide des mères, le dommage
psychologiques et physiques, les maltraitances, la maltraitance sur les enfants et les mères, le trafic des enfants qui est facilité. Et ça, c'est un inconnu, une variable inconnue. Nous avons des communications, par exemple, où il y a un lien entre les allégations d'aliénation et l'agression sexuelle et l'exploitation sexuelle des enfants. Il doit y avoir une meilleure compréhension de cela et la prévention de la violence contre les femmes et les enfants, c'est une approche de société entière. Et donc, l'Union universelle, les experts, les praticiens ont tous joué, tout un rôle à jouer et il faudrait tenir des conversations et une coordination entre et des occasions d'informer les politiques publiques et de vraiment de manière délibérée afin de mieux comprendre ce phénomène et de faire partie de la solution. Alors voilà, c'est ce que je vous dirais. Merci. N'éteignez pas votre caméra, j'ai une autre question pour vous. Pouvez-vous commenter la façon dont ces schémas surviennent lorsqu'on parle de populations qui sont surreprésentées parmi les survivantes de violences familiales et les populations qui sont aux prises avec la violence structurelle? Alors, au Canada, une des choses qui est importante, c'est de réfléchir à l'impact sur les femmes autochtones qui sont surreprésentées. Pouvez-vous parler de vos réflexions? Comment avez-vous examiné ces intersections et à quoi faut-il penser? Alors, je m'y suis référée brièvement parce que, bien sûr, chaque enjeu qui est soulevé, eh bien, pourrait faire l'objet d'un livre complet. Et nos rapports nous limitent dans le nombre de mots. Et cela explique aussi pourquoi nous avons dû retirer beaucoup de notes de bas de page qui étaient pour ou contre certaines des affirmations que l'on prononçait parce qu'on était limité à un certain nombre de mots. Alors, j'ai fait allusion à ce dont vous parlez, c'est-à-dire des femmes autochtones dans certains pays. Les services de protection de l'enfance pensent qu'ils doivent intervenir et sont davantage en position où ils accusent. Et il y a des statistiques. Par exemple, l'obstacle langagier. Dans beaucoup de pays, les femmes autochtones n'ont pas accès à l'information dans une langue qu'elles comprennent. Elles n'ont pas accès à une représentation juridique. J'ai aussi examiné les antécédents des femmes migrantes qui ont moins d'accès à l'aide juridique appropriée, à la représentation et qui font face à d'autres défis. Alors, toutes ces choses doivent être approfondies. Alors, nous l'avons vu, mais je dirais que nous avons besoin de plus d'informations. Merci. J'inviterai maintenant Jane à répondre à quelques questions. Alors, merci d'avoir eu le courage de partager votre histoire. J'ai quelques questions pour vous. La première, pouvez-vous parler davantage de la vie, de votre expérience de vivre avec votre père après le transfert de service de garde, c'est-à-dire la réunification et les après-soins? Oui. Alors, vivre avec mon père et participer aux après-soins, ça m'a isolée. Les occasions et les privilèges typiques d'une adolescente n'étaient plus une option pour moi. On ne m'a jamais fourni de mise à jour sur notre affaire et je ne savais pas quand je serais réunie avec ma mère jusqu'à un jour avant que ça se passe. Alors, il y avait beaucoup d'incertitudes. Merci de partager cette information. C'est difficile de vivre avec ce niveau d'incertitude. C'est nuisible. Alors, ma dernière question pour vous. Lorsque vous pensez à cette expérience, comment pensez-vous qu'elle vous a impacté? Est-ce que ça a changé la façon dont vous pensez à vous-même ou au monde qui vous entoure? Ces expériences m'ont enseigné beaucoup de choses. Premièrement, que les ressources que les enfants pensent qu'ils sont là pour les appuyer ne seront pas là
pour les aider s'ils sont aux prises avec le système de justice familiale. Ensuite, les procédures devant les tribunaux de la famille durent très longtemps. Mes interactions avec les tribunaux j'ai interagi avec les tribunaux en 2022, je leur ai parlé, je leur ai demandé ce que je voulais, mais on n'a pas donné suite à mes commentaires avant 9 mois plus tard. Nika, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à ces préjudices? Avez-vous des stratégies ou des recommandations concernant la façon de se protéger ou de protéger les gens contre d'autres invocations d'aliénation parentale et de faire en sorte que les enfants n'aient pas à participer à ces camps de réunification? Alors, quelle sorte de conversation pouvez-vous avoir avec les gens? Eh bien, nous nous concentrons vraiment sur deux volets. Premièrement, soutenir les survivantes afin qu'elles puissent dire leur vérité et leur assurer que leur vérité est importante et que les efforts que font les systèmes pour les faire taire, pour minimiser leur expérience, eh bien, il faut lutter contre ces forces. Alors, on essaie de renforcer la capacité et la force des survivantes et de les aider à établir un réseau avec d'autres survivantes qui ont connu les mêmes expériences. De cette façon, elles savent qu'elles ne sont pas seules, que d'autres ont vécu l'expérience et elles établissent une communauté. Alors, voilà un des volets sur lesquels nous nous concentrons, c'est-à-dire l'expérience vécue par les femmes. Ensuite, nous offrons des soutiens pour la femme pendant qu'elle essaie de soutenir ses enfants à court, moyen et long terme. L'autre volet repose sur la responsabilisation du système. Ce n'est pas suffisant de parler de la formation nécessaire pour les juges. On en parle depuis des années. Il faut qu'il y ait plus de responsabilité et de responsabilisation pour contrer le manque de compréhension et de sensibilisation concernant cet enjeu. Et cela fait partie de la raison pour laquelle elle reçoit tellement d'attention. Il y a beaucoup de bruit qui provient du camp pro-aliénation parentale. C'est un groupe qui parle très fort et je ne veux pas manquer de respect ici, mais ce groupe est plus coordonné dans son approche que le reste d'entre nous qui nous nous prononçons contre ce concept. Alors, le deuxième volet, c'est un appel à l'action pour nous tous, qu'on soit universitaire ou avocat ou survivante. Il faut faire passer l'information, diffuser l'information dans les communautés pour que le public en soit conscient. Lorsqu'on examine les commentaires dans le clavardage, j'examinais les questions, il y a beaucoup de gens qui formulent des commentaires et disent que nous, de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté de la pseudoscience, c'est nous qui savons ce que nous faisons, ce que nous disons. Vous ne savez pas ce que vous dites et ces gens fournissent leurs propres preuves. Mais nous, de notre côté, qui connaissons la vérité, devons être plus intelligents dans la façon dont nous communiquons nos messages. Et une partie du travail que nous faisons, c'est de raconter l'histoire vécue des mères et ce que Jane a fait, par exemple. Elle a partagé son expérience vécue afin de sensibiliser les gens. Alors, il y a deux volets. Premièrement, sensibiliser les gens à ce qui se passe et à l'expérience vécue et comprendre qu'on ne nous fera pas taire, que les gens qui ne croient pas et qui refusent d'accepter que la violence qui est inculquée aux femmes, aux enfants et aux familles, eh bien qu'il faut la contrer. Il faut contrer ces récits et fournir davantage de formation. Merci. Merci, Neka. Simon, je vais vous demander de vous prononcer sur le même sujet, plus ou moins. Dans le travail que vous faites, vous vous trouvez dans un espace où il y a une personne qui dit une chose et une autre qui dit une autre chose. Il y a des organisations, par exemple, le groupe d'études de l'aliénation parentale, qui travaillent
en vue d'accumuler des preuves et de discréditer le travail qui est fait par d'autres qui mènent des recherches sur l'aliénation parentale. Avez-vous des idées? Où en sommes-nous dans cet espace controversé? Comment pouvons-nous nous déplacer dans cet espace de façon à profiter les enfants et les survivantes en bout de ligne? Eh bien, ça a été un domaine très, très difficile, tendu. Et s- je travaille dans le domaine de la violence contre les femmes depuis 25 ans et j'ai trouvé que c'était un domaine très difficile. Vous savez, les gens qui sont pro-aliénation parentale sont comme sur une autre planète. À l'heure actuelle, il est difficile d'avoir des conversations et il y a le sentiment qu'il y a deux côtés. C'est très difficile d'essayer d'établir des ponts. Pour l'instant, je ne crois pas que ce soit possible, en fait. Mais nous devons commencer par travailler ensemble. Nous devons écouter les survivantes, les femmes, les enfants. Et l'un des problèmes principaux de cette notion d'aliénation parentale, c'est que ça fait taire tout le monde. Et il faut trouver des façons de faire en sorte que l'expérience vécue des femmes et des enfants soit plus visible. Il faut les écouter et il faut avoir des recherches robustes qui examinent les éléments de preuve. Il y a beaucoup de données probantes et il y en a depuis plusieurs années qui vont à l'encontre de l'invocation de l'aliénation parentale. Il y a eu beaucoup de critiques à cet égard. Il faut s'assurer que le tout puisse atterrir. Et beaucoup de personnes ici ont mentionné ici que certaines personnes ont beaucoup de pouvoir devant les tribunaux de la famille et dans l'interprétation des procédures de garde de la famille. Il y a les juges et les experts. Et tant que les juges se fieront surtout aux experts qui ne sont pas bien formés, qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas d'expertise, qui ne sont pas responsables, cela sera problématique. Alors, ce n'est pas quelque chose qui sera facile à régler. Il faut travailler ensemble, écouter la voix des enfants et des femmes pour fournir de bonnes données probantes. Il faut s'assurer qu'il y a une bonne formation et qu'il y ait responsabilité et responsabilisation des experts et du système judiciaire. Merci, Simon. Suzanne, on a eu quelques questions concernant ce qui suit. Lorsque les affaires sont devant les tribunaux et que les choses vont mal, lorsqu'un juge ou que des membres des tribunaux ne semblent pas être éduqués par rapport aux enjeux. Avez-vous des réflexions, des suggestions à savoir ce qu'on pourrait faire si les gens se retrouvent dans ce genre de situation où ils ont l'impression que le juge n'est pas éduqué et qu'il va y avoir des préjudices portés à l'enfant et qu'il y a de fausses allégations qui sont présentées? C'est très difficile, dit Suzanne, parce que la théorie de l'aliénation parentale essaie de... C'est que lorsqu'on essaie de la nier, cela alimente le récit que la mère est folle et qu'elle essaie d'aliéner l'autre parent. La difficulté pour les femmes, c'est que si elles commencent à dire que l'expert est biaisé, que le juge ne comprend pas l'enjeu, plus elles partagent leur vérité, plus les femmes peuvent être punies, discréditées, non crues. Alors, c'est une situation très complexe. Je vais aussi reprendre les propos de Simon par rapport aux experts. Les experts arrivent et disent cet enfant est aliéné. Et d'après les études que j'ai menées au Québec, l- l'enfant est aliéné, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Parfois, ça signifie, on dit que l'enfant est aliéné et il a seulement 2 ans, ou on va dire l'enfant a une excellente relation avec les deux parents, mais la mère est en train de l'aliéner du père. Alors, c'est très difficile de se défendre contre ces accusations. Et ça peut vouloir dire n'importe quoi. Alors, c'est là où ça devient complexe pour les femmes et je ne pense pas qu'il y ait de solution disant que si les femmes vont ceci, eh bien, le résultat sera cela. C'est la raison pour laquelle nous plaidons en faveur d'une réforme du droit et d'une formation des experts et de la justice.
Merci, Suzanne. Mary, last question to you. Dernière question, Mary. Beaucoup de membres de l'auditoire ont posé cette question concernant la représentation des enfants et comment les enfants peuvent obtenir une représentation indépendante ou une forme d'aide pour présenter leur point de vue devant les tribunaux. J'aimerais bien avoir une baguette magique, dit Mary. Je pense que c'est une question très, très difficile. Il y a des avocats qui ont une certaine expertise lorsqu'il s'agit de représenter les enfants un peu partout au pays. Et dans d'autres pays aussi, si je comprends bien. Mais c'est un problème très complexe parce qu'en gros, il faut payer les avocats. Alors, plaider en faveur des services juridiques plus robustes pour les enfants, l'appréciation du fait que les enfants devraient pouvoir accéder à de l'information juridique et à des conseils juridiques de leurs propres droits, peu importe s'ils participent aux procédures devant les tribunaux déjà. Je sais que quelqu'un a demandé comment un enfant pourrait accéder à de l'information juridique si on lui avait nié une représentation, si les juges avaient refusé une représentation légale pour l'enfant. Alors, j'imagine que c'est en Ontario où il y a le bureau de l'avocat des enfants, mais ça ne signifie pas que l'enfant ne peut pas chercher des conseils juridiques ou de l'aide pour découvrir quels sont leurs droits juridiques et pour savoir ce qui pourrait se passer devant les tribunaux. Alors, je n'ai pas de réponse facile. On a besoin de meilleurs services juridiques, d'aide juridique. On a besoin de services gratuits pour les jeunes et les enfants. Et on a besoin d'un élément de formation qui permet aux juges de comprendre qu'un accès aux services juridiques de la part des enfants produit de bons résultats et que cela favorise les bons processus devant les tribunaux. Alors, je n'ai pas de bonne réponse, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont là, mais nous avons besoin de plus de ressources. Merci. Alors, merci. Nous allons conclure l'événement. Avant de ce faire, je veux vous faire savoir que lorsque vous quittez cet événement, un sondage bref apparaîtra. Veuillez le remplir pour obtenir vos crédits de formation. Cette séance est enregistrée et une fois que l'enregistrement est complet, on vous enverra un lien. Vers la fin janvier, comme Suzanne l'a mentionné, l'Association nationale Femmes et Droits va lancer une campagne. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la FND et cette information sera également diffusée. Je veux profondément remercier toutes nos conférencières, tous nos conférenciers d'aujourd'hui, Reem, Jane, Neka, Simon, Suzanne et Mary. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation tellement importante. Merci aussi à nos interprètes francophones, Sylvie et Caroline, pour ce travail lors du webinaire, pour leur travail lors du webinaire. Veuillez remplir l'évaluation et nous avons hâte de vous voir au prochain événement. Merci. Au revoir tout le monde. Bye. Au revoir. Merci.